Action, analyse, vérité des terrains, Écho du Palais Toumaï est de retour pour son 18e numéro, plus que jamais au cœur des sujets qui préoccupent les Tchadiens. Au programme de cette édition, les actions du président de la République, le cadre institutionnel avec une analyse approfondie des évolutions constitutionnelles et le quotidien des citoyens à travers l'éducation, la santé et l'administration. C'est parti pour ce nouveau rendez-vous. Coup de projecteur sur un agenda présidentiel à plusieurs temps forts, social, coopération, institutions, coup d'accélérateur en Conseil des ministres. Cette semaine a été une semaine d'action pour le maître d'œuvre de l'action gouvernementale, compte rendu express signé Angal Toklo. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, était cette semaine au cœur de la gouvernance. Présent aux côtés des retraités, garant d'une constitution renouvelée et maître d'œuvre de l'action gouvernementale, il a rappelé par sa parole et par ses actes que la force d'un État se mesure à sa capacité à protéger, rassembler et faire avancer sa nation. Le lundi 6 octobre 2025, le président de la République a effectué une visite inopinée au siège de la Caisse des retraités civils du Tchad, CRCT, 4 mois exactement après une première descente. Objectif, s'imprégner de l'évolution de la situation et vérifier la mise en œuvre des instructions précédemment données. Si des améliorations notables ont été constatées, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de traiter les dossiers avec célérité pour éviter tout retard dans le paiement des pensions. Il a appelé à faire preuve de compassion envers les retraités, rappelant que chacun y passera un jour. Un point critique demeure la gestion des retraités vivant en province. Contraints de faire le déplacement de N'Djamena pour percevoir leur pension, ils enchaînent démarches et dépenses. Le président de la République a ainsi ordonné une meilleure décentralisation des services afin d'alléger leurs souffrances. Le mardi 7 octobre 2025, le chef de l'État a accordé une audience à une délégation du Parlement international pour la tolérance et la paix, PIPT, conduite par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaimi. Cette délégation est venue rendre compte des résultats de la 13e session plénière tenue à N'Djamena, à l'issue de laquelle le député tchadien Dr Epainet Djanran Sende a été porté à la présidence du PIPT pour un mandat d'1 an. Le président de la République a salué cette reconnaissance du rôle croissant du Tchad dans la diplomatie parlementaire internationale. Le lendemain, mercredi 8 octobre 2025, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a procédé à la promulgation de la Constitution révisée, fruit d'un long processus de débat et de compromis. La cérémonie qui a eu lieu au palais Toumaï, en présence des plus hautes autorités de l'État, marque l'entrée en vigueur de la loi fondamentale révisée. Enfin, le jeudi 9 octobre 2025, lors du Conseil ordinaire des ministres présidé par le chef de l'État, 3 projets ont été adoptés, notamment une loi d'amnistie générale accordée aux membres des forces de défense et de sécurité et aux groupes signataires des accords de paix du Tubessi, la ratification de 12 accords bilatéraux des services aériens signés entre certains États et le gouvernement, ainsi qu'un décret portant organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des armées CPA. Ces décisions traduisent à n'en point douter la volonté de l'État de poursuivre son action au service de la paix, de la sécurité et du développement. Entre la Constitution de 2023, approuvée par voie référendaire, et le réaménagement technique qui vient d'être opéré par le Parlement, 2 années se sont écoulées. La question qui se pose est simple. Est-ce une nécessité technique ou une opportunité politique? Pour nous éclairer, nous recevons un des architectes de cette réforme, le sénateur Djimtibaï Lapia Neldjita. Il était le rapporteur de la commission spéciale mixte paritaire et c'est dans la rubrique Regard d'expert. Cette constitution de la Ve République avait apporté beaucoup d'innovations. C'est vrai,
Et on s'est rendu compte que 2 années après son entrée en vigueur, il y a eu un certain nombre de dispositions qui semblent assez incohérentes dans leur formulation. Donc, au regard de la pratique pendant ces 2 années, ces insuffisances, ces incohérences ont été relevées par un certain nombre d'institutions. Prenons le cas du Sénat. Vous savez que lorsque le Sénat a été installé le 7 mars 2025, dans la Constitution, il est dit que le Sénat se renouvelle par tiers et que le bureau du Sénat est élu pour 3 ans. Voilà la formulation qui a été faite dans la Constitution. Lorsque le Sénat a commencé à rédiger son règlement intérieur, le Sénat a fait face à cette difficulté d'interprétation de la Constitution. Puisque la Constitution n'a ni défini le mode d'organisation des élections au tiers, ni le mécanisme de ce renouvellement. Alors, faut-il comprendre par là que le renouvellement par tiers s'adresse seulement aux membres du bureau du Sénat, ou bien ce renouvellement par tiers s'adresse à l'ensemble du Sénat? Voilà une question dont nous n'avons pas la réponse. Mais ça, c'est une insuffisance dans la formulation de cette disposition dans la Constitution. Et cette révision technique a permis également, au niveau du Sénat, d'introduire un amendement pour résoudre cette question. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un passage, mais on a porté le mandat de 5 à 7 ans. La nuance est claire. Pour comprendre la logique qu'il y a derrière, d'un côté, les députés, le président de la République, ils ont 5 ans. De l'autre, les conseils communaux, provinciaux et le Sénat, ils ont 6 ans. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, où le président dispose d'une majorité qui soutient son action au Parlement. Alors, lorsque le président, qui est élu au suffrage universel direct sur l'ensemble du territoire national, il a un mandat de 5 ans, mais que les parlementaires qui sont chargés d'appuyer son programme, eux, ils ont un mandat de 6 ans, qui est supérieur à celui du président. Vous ne voyez pas une incohérence. Et c'est pourquoi il a été décidé de porter le mandat des députés à 6 ans. Donc, au niveau législatif, Parlement, dans les 2 chambres, c'est 6 ans. Les conseils provinciaux communaux à 6 ans. Et le président de la République, lui, on l'a amené à 7 ans. Et pour une cohérence, une harmonisation du travail législatif, de la navette parlementaire, il était nécessaire d'harmoniser les mandats législatifs et de porter le mandat présidentiel à 7 ans parce que c'est son programme qui est appliqué. Mais si lui-même, son mandat est inférieur à ceux qui doivent appliquer son programme, il y a problème. Voilà un peu la logique de cette révision technique. Ça a déjà existé. La Constitution de 2020, par exemple, le président de la République pouvait être membre de son parti. Ça n'a posé aucun problème dans la gestion du pays. Et le Tchad, notre pays, n'est pas le seul à avoir cet exemple. Le Tchad n'est pas une exception. Et d'ailleurs, nous l'avons déjà exercé. Cela n'empêche pas que le président, en tant que président de la République, soit au-delà, n'est-ce pas, des questions partisanes, parce qu'il est le garant de l'unité, de la stabilité du pays. Pour en revenir au second volet de votre question,
la suppression de l'immunité. Non, c'est une mauvaise appréhension que les gens ont fait de cette disposition. Parce que lorsque il n'y a pas haute trahison dans le cadre normal de l'exercice de leurs fonctions, mis à part le président de la République, que ce soit les présidents des grandes institutions ou les membres du gouvernement, mais ils sont assujettis aux règles du droit commun. L'objectif n'est pas tant la création d'un poste de vice-premier ministre. L'objectif recherché ici, c'est plutôt l'élargissement de la structure générale du gouvernement. Beaucoup n'ont pas fait attention à cette formulation. Mais le premier alinéa de cet article dit quoi? Le gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres. Vous voyez, est composé du Premier ministre et des ministres. Ici, la formulation est au présent de l'indicatif. Mais quand vous prenez le second alinéa de cet article dit il peut comprendre un vice-premier ministre. Oui, il peut comprendre. C'est un présent conditionnel. Ici, c'est une possibilité. C'est une option qui est ouverte à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui, au regard d'un certain nombre de contingences, au regard d'un certain nombre de paramètres politiques, peut décider que la structure du gouvernement puisse comprendre un vice-premier ministre. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait eu des voix qui se sont levées pour s'exprimer, pour dire qu'eux ne sont pas d'accord. Mais c'est ça le principe de la démocratie. C'est ça le rôle du Parlement. Donc, il y en a qui s'expriment, la majorité qui s'exprime. Il y a l'opposition aussi qui estime qu'elle est dans son rôle de s'opposer. Pour qu'il y ait un vote de prise en considération d'une révision, il faut que cette initiative-là soit prise en compte, soit votée à une majorité qualifiée de 2/3 de chaque chambre. Et dans la procédure actuelle, c'est ce qui a été fait. Donc, vous voyez que la procédure a été respectée. L'opposition s'est exprimée, la majorité s'est exprimée et le vote a tranché. Les manuels scolaires demeurent une pièce maîtresse à la réussite éducative. Ils sont décrits comme la boussole des enseignants, le socle de tout apprentissage. Mais comment naissent-ils? Qui les conçoit, les imprime, les distribue? Comment le Tchad compte-t-il relever le défi de mettre un livre entre les mains de chaque élève? Nassou Nodjiti nous amène au CNC, Centre national de curricula. S'il est universellement reconnu que l'enseignant est le moteur de tout système éducatif, force est de reconnaître qu'au milieu du triangle élèves, enseignants et parents d'élèves se trouvent les manuels didactiques. Aucun enseignant ne peut dispenser ses cours sans un référent. Plaçant l'éducation primaire au pinacle de son programme politique, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a clairement indiqué dans l'action 28 du chantier numéro 4, je cite, pour une éducation de qualité pour chaque enfant tchadien, je m'y engage. Fin de citation. Sur ces points précis, une attention toute particulière est accordée au Centre national de curricula qui se trouve être l'alpha et l'oméga de la promotion de l'éducation. Son directeur général, Dr Ali Kouré, nous présente ce centre qui abat un travail bien que dans l'ombre, mais très remarquable. Le Centre national de curricula est une institution qui a été créée en 2002 sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Il a plusieurs missions, mais le principal, c'est de l'élaboration de curricula et programmes scolaires et manuels scolaires qui devraient être distribués dans l'école publique et privée pour pouvoir contribuer dans l'amélioration de la qualité d'éducation. Doté d'une imprimerie haute de gamme pouvant produire, tenez-vous bien, 4000 feuilles imprimées par heure, soit 10 000 manuels scolaires par semaine,
Cette imprimerie, logée dans l'enceinte du Centre national de curricula, imprime les manuels en 5 phases avant l'assemblage final. Pour répondre aux besoins sans cesse croissants des enseignants et élèves, le Centre national de curricula a-t-il mis combien de manuels scolaires à la disposition de l'école tchadienne? 2021 jusqu'à 2024, nous avons pu distribuer un peu plus de 6 millions de manuels scolaires. Surtout, c'est pour les 6 premières classes. Ces 6 millions de manuels scolaires représentent aujourd'hui 65% des demandes pour les 6 premières classes. Et les demandes sont très fortes encore, parce que nous avons le bilinguisme, comme vous savez très bien. Donc, il nécessite des efforts, doit être doublé pour pouvoir arriver, qu'on l'appelle la politique de gouvernement, qu'on l'appelle un livre par un élève, pour arriver là. Mais progressivement, je pense qu'on va y arriver. Le Centre national de curricula, qui tient aujourd'hui la dragée haute pour traduire dans les faits le programme politique du président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, en matière de conception, d'impression et de diffusion des manuels scolaires, éprouve également des difficultés. Son directeur général, Dr Ali Koré. Vous savez, le centre fonctionne essentiellement sur le budget national d'État, et dans la ligne de transfert du ministère de l'Éducation nationale vers le Centre national de curricula. Le masse salariale était en 2011, 12, 13, représente à peu près 12% de son budget, mais là, nous sommes à peu près 45%, le masse salariale. Donc, les lignes de transfert ne suffisent pas aujourd'hui pour l'investissement. C'est vrai, pour le fonctionnement, ça marche. Mais nous fonctionnons avec les partenaires du ministère de l'Éducation nationale. Il y a plein d'aides. Il y a des fonds de Banque mondiale, le partenariat mondial d'éducation, le fonds de Banque islamique de développement, le fonds de Banque africaine de développement. C'est grâce à ces fonds-là, aujourd'hui, nous travaillons et nous produisons des manuels scolaires et distribués dans l'école publique et privée. Pendant que le Centre national de curricula s'évertue à tirer vers le haut le système éducatif en mettant à la disposition de l'école et plus particulièrement des élèves tchadiens gratuitement des livres bilingues sortis de son imprimerie, certains individus mal intentionnés se plaisent à les vendre malgré la mention « interdit à la vente » figurant à la page de garde. Nous sommes confrontés à un problème de manuels scolaires que nous produisons ici. Et ces manuels scolaires n'arrivent pas à sa destination initiale. La destination initiale, c'est dans la main des élèves. Parce que ces manuels contribuent à faire des ponts entre les enseignants et les élèves pour la qualité d'éducation. Et ces manuels, aujourd'hui, malheureusement, c'est commercialisé. Tout à l'heure, vous avez parlé de 6 millions de manuels scolaires. 50% de ces manuels scolaires sont dans le marché, dans des magasins stockés. Donc, les mots, si je m'adresse aux ces gens qui se permettent à commercialiser ces manuels écrits interdits de vente. Ne le commercialisez pas, laissez aller dans l'école pour les enfants tchadiens parce qu'ils contribuent dans la qualité d'éducation de nos futures générations. Mon gouvernement apportera à chaque enfant les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser ses ambitions, exercer un jugement éclairé et s'insérer dans la société comme un citoyen responsable. Telle est l'ambition du chef de l'État déclinée dans l'action 28 du 4e chantier de son programme de société, sur la base duquel il a été élu en mai 2024. Le Centre national de curricula joue sa partition et de la plus belle des manières. Quand le chef de l'État quitte le palais sans sirène, c'est pour rejoindre l'urgence du terrain. Sa récente visite inopinée dans 2 grands hôpitaux d'Indiamena, loin d'être une première, en dit long sur sa marque de gouvernance. Notre équipe a marché sur ses pas quelques jours après. Naïm Ahmad Baba vous propose une plongée immersive et c'est dans la rubrique L'œil de l'équipe. Les services des urgences des hôpitaux tchadiens livrent chaque jour une bataille silencieuse. Un combat contre le temps, le manque des moyens et l'afflux permanent des patients.
Au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, comme celui de la référence nationale, le constat est le même. Des couloirs transformés souvent en salles de soins, où l'intimité n'a plus sa place. Ceux qui, par chance, sont admis dans des salles dédiées ne se retrouvent guère dans une situation meilleure. Ici, comme dans les allées, regards éteints des malades et regards fatigués des gardes malades se croisent et s'entremêlent. Dans cette cohue, le personnel soignant s'évertue aussi entre vocifération et conseil à administrer des soins. Cette situation est peu enviable, tant pour les patients que pour le corps soignant. D'après Dr Djidi Tahagre Youssouf, pédiatre chef des services des urgences pédiatriques au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, elle s'explique principalement par le non-respect des paliers. Nous sommes surmenés, le service est en surcharge. Pratiquement dans toutes les salles, les patients sont quasiment deux sur le lit. Nous avons des patients même qui sont assis à même le sol pour recevoir des soins. Nous, on est en hôpital de 3e niveau. Nous sommes en principe supposés accueillir les cas les plus graves. Quelle est la logique de cheminement dans le système de soins? C'est qu'en fait, les patients peuvent être vus d'abord au niveau des centres de santé. Et ces centres de santé peuvent proposer un certain paquet de soins. Quand le patient qui vient vers eux dépasse ce niveau de paquet de soins, ils peuvent être référés vers ce qu'on appelle les hôpitaux de district, qui eux aussi ont un certain niveau de paquet de soins. Et quand ils sont dépassés, les patients reviennent vers les hôpitaux de 3e niveau, qui sont les CHU. Mais la logique fait qu'en fait, le système étant poreux en amont, les gens qui directement le niveau primaire, ils ne partent même pas vers le niveau primaire, ils viennent d'emblée vers les CHU. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent qu'ici, il y a un service qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a une certaine compétence qui est là et il y a aussi une certaine réactivité. La mentalité de la population aggrave la situation. Beaucoup pensent que les hôpitaux tournent au ralenti le week-end. Résultat, une baisse d'affluence à partir de vendredi soir, suivie d'un pic le lundi matin. Beaucoup retardent leur venue par méfiance ou méconnaissance, explique Dr Abdelaziz Mohamed Adam, chef des services adjoints du pavillon des urgences du centre hospitalier universitaire de référence nationale. Dans la semaine, en moyenne, on peut toujours avoir 25 malades. Exceptionnellement, la journée du lundi. La journée du lundi, c'est une journée où il y a un afflux. Parce que durant tout le week-end, les patients restent à la maison et c'est le lundi d'abord ils commencent par venir. Donc le lundi, chaque lundi, on peut recevoir facilement 50 patients. Maintenant, à partir de mardi, mercredi, ça commence maintenant le nombre commence à diminuer. Donc à partir de mardi, on peut descendre à 40 et de 40, le lendemain, on peut descendre à 20 et à partir de mercredi, jeudi jusqu'à vendredi, on peut aller jusqu'à 20 malades par jour. Ça, c'est durant la permanence du matin. Et le soir également, souvent, c'est la même chose. Cette réalité brutale, loin de se limiter à ces 2 grands hôpitaux, forme un contraste saisissant avec les grands discours, les projets ambitieux et les budgets colossaux, mais pas encore suffisants, alloués à un secteur vital, une des priorités du programme politique du chef de l'État. C'est dire que les réformes engagées ces dernières années peinent encore à produire des effets tangibles. Mais le tableau n'est pas pour autant totalement sombre. Une lueur d'espoir persiste, celle incarnée par un personnel soignant qui, avec des moyens dérisoires, continue de se battre pour sauver des vies. Si des efforts restent à faire concernant l'accueil et l'attitude envers les patients, le seul renforcement de la conscience professionnelle ne suffira pas. Pour les urgences tchadiennes, 3 priorités s'imposent donc. Plus de ressources, plus de formation, plus d'humanité. Car, en définitive, un hôpital n'est pas qu'un bâtiment, c'est un refuge, un sanctuaire où chaque vie, dans sa précarité, devrait retrouver sa dignité. Je suis choqué par ce que j'ai vu. Il y a une grande différence entre les rapports et la réalité. Ces mots du président de la République résument le choc de cette visite surprise. Mais qu'en disent ceux qui vivent le jour au jour dans les couloirs des hôpitaux, aux cheveux des malades? Notre équipe a recueilli les vérités et les colères des patients. Bienvenue dans Élan, le grand témoignage citoyen. Au niveau des urgences, c'est que la première des choses, quand tu viens, les brancardiers,
ils s'en foutent des patients. Ils veulent à ce que ça soit toi-même le garde, tu viens chercher le brancard pour faire déplacer ton patient. Deuxièmement, et les soins. Pour les premiers soins ne sont pas faits du coup immédiatement. Il faudrait que tu fasses la police derrière, les infirmiers pour qu'ils fassent les premiers soins. J'appelle surtout à la conscience des corps soignants. Il faudrait qu'ils respectent le malade. Si la personne se déplace avec un malade, il faudrait qu'ils le respectent, qu'ils le prennent immédiatement. Ça peu importe ce qu'ils réclament, soit l'argent, truc là. Ils s'en foutent, ils viennent, ils parlent en désordre. C'est comme si la personne a voulu tomber malade comme ça. Ils grondent, ils insultent, tout ça. Ce qui n'est pas du tout bien et normal pour un corps soignant. Je pense que l'accueil, globalement, l'accueil est quand même pas mal. Malgré qu'il y a quelques petits couacs, mais globalement, la prise en charge et tout, il est pour le moment satisfaisant pour moi. En toute franchise, les médecins ici essayent de faire ce qu'ils peuvent. Quand on était arrivé dans la salle, précisément des décochages, des déchocages, excusez-moi le terme, il n'y avait pas assez de place. Donc ma fille, personnellement, on était obligé de la porter au bras pendant les 12 premières heures, avant qu'on ne puisse nous trouver un lit. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus un problème peut-être de matériel ou bien d'espace en tout cas. Un président de la République à l'écoute des réalités du terrain, des lois qui se réforment, des manuels scolaires qui s'impriment, des hôpitaux saturés, des citoyens qui s'expriment, autant de preuves vivantes que l'action présidentielle appréhende au contact du peuple. Merci d'être des nôtres. À très vite pour de nouveaux échos.